Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 6 minutes 20. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre le micro seul puis de vous faire mon épisode solo. Après Coach Frank qui vous a parlé de son expérience en backyard, de Coach Isa qui vous a parlé de qu'est-ce qui l'amène chaque jour à choisir la course, moi j'ai envie de vous parler de mon histoire de coureur, tout simplement. Comment ça a commencé, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment la course a transformé ma vie, comment c'est devenu une trame de fond finalement qui a guidé certains de mes choix. Puis après 10 ans de course bientôt, j'avais le goût de faire un bilan avec vous autres au micro. Mais avant d'aller plus loin, oui, j'ai couru cette semaine. J'ai personne pour me le demander, mais j'ai couru, évidemment. Ce matin même, je suis allé courir à Sainte-Monique. Ceux qui nous suivent depuis un bout de temps savent que Sainte-Monique, c'était un des relais du défi des demoiselles cet été au mois de juillet. Et puis, on avait Christelle dans l'équipe que moi je suivais qui nous a vraiment fait la présentation du relais de Sainte-Monique comme quoi c'était beau, puis c'était donc beau. Et puis, Coach Isa l'avait vu de nuit, elle. Moi, je l'avais vu un peu de clarté, mais ce matin, on avait envie d'aller le faire au lever du soleil. Fait qu'on est allé avec une amie, puis on a fait le relais de 10 km-ish de Sainte-Monique en allée, simple. On a mis une voiture à chaque bout. Et puis, on a eu la journée parfaite pour avoir un lever de soleil magnifique. Puis, à Sainte-Monique, le rang de l'île, c'est sur une île. Et puis, c'est très, très tranquille. Donc, on a vu le matin des chevreuils qui sautaient dans un champ. C'était magnifique. On a vu des grenouilles aussi. Ça, je salue Joby. On a vu des grenouilles. On a vu des vaches. On a vu la rivière, la vallée. C'était vraiment très beau. Fait que, belle course matinale, à voir le lever du soleil. Ça part une journée là de façon magistrale. Moi, ça peut pas être mieux. Après ça a été une journée de travail. Je pouvais tout attaquer parce que ma course était faite. J'avais l'esprit tranquille. Avant de sauter dans mon sujet, je voudrais saluer Coach Phil et son athlète Simon, qui tous les deux, sans se parler, nous ont envoyé des beaux commentaires comme quoi là, ils étaient toujours des auditeurs du podcast puis qui nous trouvaient inspirants. Puis je vous relance l'appareil, les gars. Moi, de vous voir, de vous suivre sur Strava, de vous voir progresser, c'est vraiment cool. Puis de savoir que vous nous écoutez pendant vos courses, là, c'est le fun pour nous autres. Il y a Charles aussi. Charles qui a réussi à faire une course parfaite. Photo à l'appui. Parce que dans le dernier épisode sur l'alimentation, où on a dit cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 5 minutes 30, Charles a fait pile 10 km à 5 minutes 30. En fait, concrètement, il a fait 10.1, puis là, il voulait fact-checker le fait qu'on n'avait pas mis la bonne distance de l'épisode. Mais Charles, je t'annonce que souvent, je les arrondis un petit peu. Ils sont pas pile. Fait que si j'ai dit 10 km, ça devait être pas mal 10.1 aussi. Fait que bravo à toi pour avoir fait la course parfaite, ce qui fait que tu as parti ta montre, puis l'épisode a fini comme tu étais à la porte de ta maison. Fait que ça, c'est génial. S'il y en a d'autres comme ça qui réussissent à le faire, là, je suis preneur. Ensuite, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais on l'a partagé sur la page Facebook de Coureur.io. Mais on a enfin notre boutique avec des t-shirts, il y a t-shirts, casquettes, des sacs. Vous avez le choix, il y a 2 modèles. Il y en a un avec un QR dans le dos, puis il y en a un autre que c'est un autre modèle de QR aussi, mais qui a aussi le code QR sur l'épaule. Et évidemment, le code QR, c'est pour que les gens puissent parler du podcast. Il y a le logo à l'avant, ça va attirer l'attention. Puis, vous avez juste à dire aux gens de scanner le code QR, puis ils vont atterrir sur la page avec le dernier épisode qui a été sorti avec les liens vers toutes les plateformes, là, les grandes plateformes. Fait que si jamais ça vous tente de répandre la bonne nouvelle de Coureur.io, puis pas juste en parler, puis les gens repartent de leur côté, oublie ça,
ou vous dites « Ah, je vais t'envoyer le lien, c'est difficile », mais avec un gros QR dans le dos, puis avec notre logo, je pense que ça va attirer l'attention. Ça va vous permettre d'en jaser, puis de faire scanner ça à du monde, le faire connaître. Puis après, il n'y aura plus de défaite. On va devenir des nouveaux auditeurs, peut-être qu'ils achèteront un t-shirt à leur tour. Fait que je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode pour ceux que ça leur tente d'aller voir ça. Il y a multiples couleurs, il y a quelques modèles, il y a des hoodies, il y a des t-shirts, il y a des chandails longs. Fait que faites votre choix, faites votre commande. Puis moi, j'ai vraiment hâte de croiser des auditeurs avec un t-shirt. C'est sûr que si je vous vois, je vais aller vous voir, je vais aller vous saluer. Ce qui m'amène dans mon sujet principal, je l'ai dit tantôt, ça va faire bientôt 10 ans que je cours. Puis, pour moi, c'était un peu une occasion aussi de faire un bilan de où je suis parti, où je veux m'en aller pour la suite, puis c'est quoi le chemin que j'ai parcouru. Puis, les gens qui me connaissent depuis peu ont pas la perception de ce que j'ai pu être quand j'étais jeune. Pour eux, ils ont l'image d'un gars, je pense, en forme, en santé, même quand même performant. Pour un amateur, on s'entend. Mais les gens, ce qu'ils voient, c'est pas... Puis là, je vais le dire en toute bienveillance, je voudrais surtout pas froisser personne. Je le dis, c'est moi envers moi-même, puis c'est comme ça que je me décrivais puis que je me sentais, mais un petit gros rejet, jamais choisi. C'est vraiment mon enfance, c'était ça. Aujourd'hui, de voir que je tisse des liens avec d'autres coureurs, d'autres gens, que les gens m'approchent, qu'on a du plaisir, qu'on a des belles relations, mais c'était pas ça, moi, que j'ai vécu dans mon enfance. J'étais vraiment grand surpoids. Et l'éducation physique, c'était ma bête noire. Et c'est sûr que, j'étais pas bon. J'étais vraiment pas en forme. J'étais pas équipé pour être bon, être performant. Tout était difficile. C'est certain que l'intérêt, à ce moment-là, vient pas, parce que je suis pas bon. Ça me tente pas de le faire. Moins je le fais, moins je viens bon. Fait que c'est un cercle vicieux. J'étais toujours le dernier choisi dans les équipes. Heureusement, j'avais quand même un bon cercle d'amis, puis j'avais des bonnes relations. Mais disons qu'en dehors de mon cercle d'amis à moi, j'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu du mépris de certaines personnes. Puis principalement, je pense, à cause de mon apparence, à cause que j'étais gros. J'en ai entendu des railleries de toutes les sortes, là. Puis, tu sais, à un moment donné, mon surnom, c'était Gros Bill, puis c'était rendu... Je l'avais même moi-même banalisé, là. C'était comme, OK, il m'appelle comme ça. C'est un mot comme un autre. Mais, tu sais, ça laisse des traces pareilles. Ça reste péjoratif. Fait que ça a été toute mon enfance, toute mon adolescence, jusqu'à jeune adulte, je dirais, où c'est ce que je vivais là, au quotidien. Quand j'étais jeune, ma mère, parce que tout ça, puis je me faisais intimider, elle m'avait inscrit au karaté. Elle a dit, écoute, il va pouvoir se défendre. Évidemment, au début, ça a fait le même effet. Là. J'arrive au karaté, je suis pas bon, j'ai pas d'équilibre, j'ai pas de souplesse. Mais ça m'a quand même, je dois avouer que ça m'a amené une certaine forme de confiance en moi. Puis même si j'avais pas l'intention de me battre, puis honnêtement, j'étais très théorique, là. Je faisais mes katas puis mes affaires, mais est-ce que j'aurais pu vraiment me battre? Je pense pas. Sauf qu'à 12 ans, ça m'a donné une petite confiance. Je sais comment me défendre, puis mais j'ai jamais eu vraiment à m'en servir. Ça a été, je dirais, pas mal ma première incursion dans le sport à succès où j'ai réussi, j'ai eu du plaisir, puis ça a été une première marche, je pense, vers d'autres choses. Mais la course, on oubliait ça, là. La course, courir? Courir pourquoi? Pour se sauver de quelqu'un? Quelque chose? Il est où le danger? Non, il y avait aucune chance que j'ai envie de courir. Premièrement, ça faisait mal partout. J'avais mal aux genoux. J'étais peine trop en surpoids. Puis comme j'avais pas le goût, toutes les défaites étaient bonnes. Là. Que ça ait fait mal aux genoux ou pas, j'aurais pu dire non, c'est pas bon pour les genoux. Puis moi, je peux pas courir. Et puis à l'école, je veux dire, courir en rond sur une piste d'athlétisme, pour moi, c'était mortel. Puis pire, on nous faisait courir dans le gymnase. Fait que c'est un équivalent d'à peu près, 200-250 mètres sur tout le tour du gymnase, tournant en rond, toujours penché d'un bord, avec aucun objectif. Les peu de fois que je l'ai fait dans les cours d'édu, sincèrement, je me sentais pas mal plus un hamster dans une roue qu'un athlète qui est en train de se mettre en forme. Fait que ça donnait pas tant le goût. La montagne pouvait m'attirer un petit peu plus, style peut-être plus rando, marcher dans le bois, où là je voyais un certain intérêt. Dans
dans mon petit village, hey, je vais insulter les gens, dans ma ville, à La Tuque, quand j'étais jeune, il y avait une croix dans la montagne, la montagne était à 2 rues du centre-ville, littéralement. Puis aller à la croix, c'était quand même cool. Fait que ça, je me dis, OK, marcher, monter la montagne, on se rend là. Dans un cours d'édu, je me souviens qu'à un moment donné, c'était ça l'idée, c'est qu'on courait puis on montait jusqu'à la croix. OK, déjà là, on allait chercher un petit volet un peu plus ludique. Puis ça venait me chercher un peu plus. Le fait qu'il y a un objectif, je m'en vais vers quelque part, puis on peut s'amuser un peu en chemin. Déjà ça, là, ça me parlait un peu plus que tourne en rond d'un gymnase pour rien. Je voyais pas l'intérêt. Ça a commencé pas mal comme ça. Puis quand j'étais jeune, dans ces âges-là, je parle, là, je suis primaire, mettons, début secondaire. Chez nous, il y avait quand même de tout dans le frigo. Puis les breuvages qu'il y avait sur la table, au dîner, au souper, c'était du Pepsi ou du 7-Up. C'était de la liqueur, finalement. Il y avait beaucoup de sucre, beaucoup du dessert. J'avais ça à tous les repas. Je mangeais, oui, beaucoup de sucre, mais beaucoup trop aussi. La quantité était vraiment... J'abusais beaucoup au niveau des quantités. Fait que ça aidait pas. Ça devient encore une fois un cercle vicieux. Ce qui m'a amené à l'adolescence, où là, j'ai quand même un petit peu diversifié mes sports. Mais on parlait toujours pas de course. Là. C'est encore loin de parler de course. Ça a été de badminton que j'ai apprécié. Rollerblade, peut-être s'approcher un petit peu de la course. On s'entend là, faire de la distance, me déplacer. Ado, j'avais pas de vélo, mais je me déplaçais en rollerblade. Encore une fois, là-dessus, c'était accessible, c'est pas si grand que ça. J'étais capable d'aller chez mes amis, d'aller chez mes grands-parents. J'allais en rollerblade l'été, évidemment. Mais toujours pas de course. Le karaté s'est transformé en aikibudo, qui était un sport que j'ai bien aimé aussi, qui était un petit peu plus pratique. J'avais l'impression que ça me servait peut-être plus dans ma vie de tous les jours. Apprendre à tomber, à canaliser l'énergie de l'autre, vraiment plus de parer des coups plus que d'attaquer. Ça me parlait plus, puis ça rejoignait un peu plus mes valeurs. C'est pas me battre que je veux, c'est d'avoir une aisance avec mon corps pour, si j'ai à réagir à une chute ou à quelque chose, ou si je me fais attaquer, par exemple, ou quelqu'un veut m'atteindre, ben, je serais capable de faire une diversion. Fait que c'était vraiment plus dans ce sens-là. Puis j'ai beaucoup aimé cet art martial-là, qui était quand même très différent du karaté. Ado, par exemple, là, avec tout ce qui vient avec l'adolescence, manger mes émotions, là, ça, je connais ça. Ça, je peux vous en parler, là, quand j'étais triste, quand j'étais content, on va se récompenser, on va manger une poutine. Ah, ça va pas bien, on va manger une poutine. Fait que c'était vraiment ça. J'étais pile là-dedans. Puis, encore une fois, dans le frigo, j'avais accès à une panoplie de trucs. Je vais dire pas santé, là, mais disons, je choisissais plus des chips que des légumes. Ou je choisissais plus des Pop-Tarts qu'une pomme. T'sais. Ça a été très long, que je commence à manger des pommes puis apprécier les pommes. À ce moment-là, je mangeais 3 repas par jour. Le problème, c'est que je déjeunais pas. Je partais le matin, je déjeunais pas. J'arrivais au dîner, je mangeais un gros dîner. J'arrivais au souper, je mangeais un gros souper. Puis là, je parle même pas des collations entre les deux. Puis je rappelle, je faisais peu de sport. Je vous ai nommé 3 sports, mais c'était pas quelque chose d'organisé. À part peut-être l'aikibudo que je faisais une fois par semaine. Le reste, badminton à l'école, on faisait ça 4 semaines par année. Puis le rollerblade, c'était une couple de fois dans l'été quand j'étais en vacances. Fait que je bougeais pas tant que ça. J'étais pas si actif, mais je mangeais beaucoup. Fait que, bref, je déjeunais pas, je dînais, je soupais, je collationnais entre les deux. Puis je me refaisais un repas le soir. Quand j'arrivais là, vers 9-10 heures, là, j'ai faim. Là, je pouvais me faire un gros snack. Puis je mangeais ça, puis après ça, boum, j'allais me coucher. Fait qu'un gros intake de calories, d'énergie, pour après ça, pas avoir de dépenses de calories. Aucune dépense énergétique. Je m'en allais littéralement me coucher. Fait que c'était pas le moment nécessairement d'ingérer de la bouffe, puis je n'avais pas besoin de cette énergie-là. Fait que ça l'a amplifié, évidemment, mon problème de poids. J'ai pris encore plus de poids parce que non seulement je mangeais pas à des bonnes heures, mais en plus, la qualité de mes aliments n'était pas là pantoute, puis la quantité, on n'en parle même pas. Je mangeais beaucoup trop. Je l'ai dit tantôt. Oui, manger ses émotions, mais je mangeais avec plaisir, puis c'était bon. Et à cette époque-là, à un moment donné, j'ai eu un déclic où
quand je mangeais quelque chose, je le mangeais comme si c'est la dernière fois que j'y avais accès. Et ça a été un gros changement dans ma vie de réaliser, hey, on vit dans un monde industrialisé, au Québec, où on a accès à une panoplie de choses de façon très accessible. Je manquerais de rien. Je manquerais de rien, puis pas obligé de me bourrer à la face aujourd'hui. Tu sais, mettons, j'allais dans un buffet, par exemple, puis il y avait des crevettes. Et là, il fallait que j'en mange un maximum, là. Comme si, je sais pas quand est-ce que je dois remanger ça, des crevettes. Hey, dude, tu peux revenir demain au pire aller, là. C'est pas si compliqué que ça, c'est pas si inaccessible, là. Fait que ça a été comme un premier pas, là, de réaliser que, ben écoute, je suis pas dans un endroit où c'est un désert alimentaire, où j'ai de la difficulté à obtenir la nourriture. C'était l'abondance. Fait que déjà, de changer un petit peu cette vision-là, puis de me dire, ben, je suis pas obligé de manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Après ça, est venu le jeune adulte où là, j'ai intégré le déjeuner. Mais watch out, premièrement, c'est parce que j'ai pas éliminé le 3e repas du soir. Mais mon déjeuner, là, c'était 1 ou 2 gaufres belges, là, full sucré. Finalement, j'étais peut-être mieux de jeûner, là. Fait que ça a juste rajouté des calories sur le lot de ma journée. Puis encore une fois, à accentuer le problème. Puis j'ai continué à prendre du poids. Jeune adulte au cégep, là, c'est ça. Je faisais pas grand-chose non plus. Un peu de sport, un peu de badminton. Au cégep, j'avais un cours de volleyball. Hey, si j'étais fâché d'avoir ça. Moi, je voulais badminton, on m'a donné volleyball. J'étais tellement fâché. Finalement, j'ai découvert un sport que j'ai adoré, que j'ai trouvé le fun. Puis j'ai quand même pratiqué un peu par la suite, là, par plaisir. Mais, reste que au cégep, j'étais encore une fois en surpoids. Par contre, la différence, c'est que j'avais changé de ville. J'étais arrivé à un milieu où les gens me connaissent pas tant. On peut se refaire une réputation ou de refaire des nouveaux liens. Fait que c'était quand même moins pire. Je partais pas avec le backlog là, au secondaire ou à l'école secondaire, tout le monde me connaissait. Puis tout le monde, c'était gros Bill. Puis fait qu'au moins, je repartais vierge au cégep. Puis ça m'a quand même donné un petit boost, là. De pouvoir repartir comme ça à neuf. Mais évidemment, tout le monde, ça n'a pas changé mon apparence, puis ça m'a pas donné des nouvelles compétences pour autant. J'étais pas plus bon dans les sports, puis on parlait toujours pas de courir. Il y avait pas de chance que je cours encore une fois. Là. J'avais même pas l'ombre d'un intérêt pour courir. Puis ça a fait qu'évidemment, je tripais pas sur le sport. C'était pas nécessairement intéressant, parce qu'encore une fois, je me sentais pas compétent. Après ça, est venu le marché du travail. Oh, ça, c'est quand même cool parce que moi, j'ai eu la chance de sortir des études avec aucune dette. Je me suis trouvé un bon travail 2 semaines après être sorti du cégep, qui était à l'époque, j'avais pas de dette, un petit appart qui me coûtait pas cher, puis un bon salaire. Fait que là, j'avais pas la contrainte financière de dire, ouais, il faudrait que je fasse attention à ce que j'achète, il faudrait que je fasse attention au resto, par exemple. Ce que ça a fait, c'est que pas de limite. J'avais les finances pour le faire. J'avais pas de dépenses, pas de dépendance, pas d'enfants, pas de char neuf, pas de paiement de maison. Fait que j'avais de l'argent, d'une certaine façon. Fait que, j'en ai dépensé de l'argent dans du resto parce que pourquoi pas? Fait que, encore une fois, évidemment, malgré que j'avais commencé à bouger un petit peu, je mangeais tellement mal, puis tellement surtout trop. Je me souviens d'un épisode où on était allé aux ailes Buffalo, c'était version buffet où on commande tout ce qu'on veut. J'étais sorti de là à être sur le bord d'être malade. Là. J'ai pas de fun là, parce que, encore une fois, le fameux déclic qui était revenu, tu payes puis tu manges tant que tu veux. Il faut que je maximise la patente. Là, j'ai payé, je sais pas, c'était 35$, mettons, puis je peux manger tout ce que je veux, mais ici maintenant, si je sors, je m'en vais, c'est fini. Fait qu'il fallait que j'en profite au maximum. Je filais pas bien après. J'étais dehors sur le trottoir, puis j'avais le souffle court, comme si j'ai vraiment passé proche d'être malade, tellement j'avais juste trop mangé. C'était même pas une question d'alcool. C'est tellement juste sous de bouffe. Juste sous de bouffe. Fait que j'y repense, c'est dégueulasse, ça. Mais c'était ça. C'était ça ma vie, puis c'était ça qui en quelque sorte, me
pas me réjouissait, mais tu sais, m'apportait un certain bonheur. Mais rapidement, ça devient insidieux, puis je dirais dangereux aussi, parce que, encore une fois, là, avec toutes les étapes que je vous ai nommées, que ce soit ado, cégep, après ça, ma vie de travailleur, j'ai juste continué à détruire ma santé puis à prendre du poids. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que, commencer tranquillement à changer ce qu'on mangeait à la maison. Avec des recettes un peu différentes, juste de regarder, cuisiner, comprendre. Et là, c'est ma blonde à l'époque qui avait commencé à cuisiner, puis là, les repas changeaient un peu. C'était moins des repas tout prêts en boîte, fait que c'était un peu plus des choses faites maison. Puis, juste de manger ça, d'avoir amélioré la qualité des aliments. Et là, à un moment donné, je me suis levé un matin, littéralement. Puis, il me semble que mes jeans sont lousses. Alors, on s'entend, là, c'était des jeans là, grandes, là, mais quand même, j'avais perdu du poids. Là, mes jeans sont un peu lousses. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que j'ai rien changé. Puis c'est là que ma blonde m'avait dit, ouais, j'ai commencé à cuisiner, j'ai changé certains aliments, je te l'ai pas dit, puis mettre des choses un peu plus soutenantes, puis ouais, puis là, ça m'a juste donné le goût. Et sans effort perçu, j'ai perdu du poids. Fait que perdre du poids, c'est pas nécessairement difficile. C'est ça qui a résonné dans ma tête. Il y a moyen que ça soit facile. Et je l'ai fait sans m'en rendre compte. Tu sais, je l'ai subi, mais c'était parfait. Ça s'est fait sans que je m'en rende compte, puis sans que ça se soit difficile ou que ce soit une corvée, finalement. Fait que là, évidemment, ça m'a donné le goût. Je dis, tiens, je vais faire le petit effort de plus, puis la qualité est un peu plus là. On va rajouter l'aspect quantité. Fait que là, au niveau quantité, j'ai réalisé que je mangeais toujours 2 assiettes. Puis la deuxième est encore, le fameux déclic. D'un coup, j'en mange pas avant 6 mois ou j'en mange pas jamais de ce repas-là. Tranquillement, j'ai réussi à me séparer de cette croyance-là, puis couper la deuxième assiette, puis quitte à attendre, je mangerai une collation plus tard si vraiment j'ai encore faim. Mais là, ici, maintenant, clairement, je le mange pour le goût que ça a dans la bouche et non pas pour un sentiment de satiété. Parce que j'avais largement, suffisamment de ma première assiette pour toute l'énergie que j'avais besoin pour ma journée puis pour mes activités. Fait que c'est juste ça, changer quantité, qualité, puis tranquillement. Ça a été la clé aussi. De le faire de façon graduelle parce que, au bout de la ligne, si tu passes de « je mange du pizza poutine à tous les midis », puis le soir, c'est des frites avec un steak, puis whatever, des chips, des cochonneries, tu peux pas commencer à la semaine d'après, je vais manger une salade de kale avec du quinoa. Ça se peut que t'aimes pas ça. Puis ça se peut qu'après 4 jours, t'aies juste le goût de tout lâcher, puis que tu reviennes à ton pizza poutine. Mais c'est bien plus facile, puis bien plus durable si tu y vas graduel, par étapes, puis tu fais un petit changement à la fois. Tu sais, c'est la même affaire qu'en course. Si tu dis, je cours pas, parfait, je m'inscris à un demi-marathon demain. Mais ça se peut que ça soit tough, puis que ça marche pas, puis que tu te blesses, puis que t'aies pas de plaisir, puis que tu recours plus jamais de ta vie, puis tu te dis, c'est pas pour moi, hein? Alors que si tu y vas de façon graduelle, puis tu commences à faire du course-marche, fractionné, laisse ton corps s'habituer, puis que tu augmentes les distances, les durées tranquillement, ça va le faire. Ça va le faire, puis tu vas avoir du fun en chemin. Puis ça fait toute la différence, puis ça va devenir une habitude ancrée. Pour moi, mon parcours dans la nutrition, ça a été exactement la même affaire. Ça a été d'y aller comme ça, en étapes, graduelles, puis de changer des petites choses, une chose à la fois. Avec ceux qui pensent que je mange pas de poutine aujourd'hui, par exemple, c'est totalement faux. J'adore la poutine, puis j'aime ça en manger. Mais la différence, c'est que j'en mange plus 4 à 6 fois par semaine, et surtout, je prends pas la format familiale. Je vais en prendre une petite, puis ça va être suffisant, puis je vais être rassasié, puis je vais être content. Puis je vais me rappeler que si vraiment, là, j'en veux un autre cette semaine, là, c'est accessible. Fait que je suis pas obligé de prendre la grosse, puis me bourrer pour être à satiété, puis plus que ça. Là, je dis, là, je suis full de poutine, je me sens bien. Pas vrai. Mais au contraire, de me rappeler, écoute, t'es bien mieux d'en manger une petite cette semaine, puis une autre petite la semaine prochaine, que de te taper la méga aujourd'hui, puis de filer mal, puis pas en retirer plus de plaisir finalement.
Bref, là, à date, je suis plus dans l'alimentation, mais ça s'en vient la course. Fait que je disais, il y a une dizaine d'années, la course, mais l'histoire commence un petit peu avant ça, où j'étais dans un emploi où il y avait beaucoup de sportifs autour de moi. Là, j'ai trouvé ça quand même inspirant. Les gens faisaient du sport sur leur dîner, on avait accès à une salle de gym, à une piscine, il n'y avait pas trop loin un terrain de tennis, il y avait plusieurs coureurs. Juste à voir tout ce monde-là qui se mobilisait le midi, puis moi je m'en vais nager, il y en a qui viennent, puis là, je restais tout seul à mon bureau avec mon lunch, je dis, OK, je suis pas dans la gang, là. Je suis pas dans la gang, ici, ça fait du sport. Puis j'étais dans un domaine en informatique, puis c'est drôle, là, parce que ça brisait le stéréotype là, de travailler dans le sous-sol un peu nerd, puis font pas de sport. Au contraire, là, à cet endroit-là, l'équipe TI, c'était vraiment des sportifs, puis c'était le fun. Fait que ça m'a donné le goût. J'ai commencé à jouer au tennis avec un de mes collègues, puis les gars me disaient Hey, tu devrais venir courir avec nous autres. Ben non, moi je peux pas, j'ai mal dans les genoux, là, puis je peux pas courir. Les gars, oui, c'est ça. Puis j'y croyais vraiment à cette époque-là. Par contre, ça a été l'année d'après où ma blonde avait commencé à courir. Sa coach qui l'avait amené à courir à ce moment-là. Puis je vais y aller avec toi, tu sais, ça va me faire bouger moi aussi. Puis ça me tentait pas pantoute, là. Que je vous rappelle, la course, là, c'était courir en rond de gymnase. J'ai encore ce traumatisme-là de quand j'avais 10 ans, 14 ans, qu'on courait en rond dans un gymnase. Fait que je pars, on courir à 800 mètres. Hey boy, pas facile. Puis là, continue. Et j'ai attrapé la piqûre de la course. Parce que dès les premiers moments, j'ai rapidement eu un sentiment de compétence. Hey, je suis capable de courir. C'est pas si tough que ça. Parce que je l'ai fait, évidemment, en fractionné, tranquillement. Je respectais mes journées de repos. Ça m'a donné confiance. Puis, c'est pas si plate que ça, la course. Il y a quelque chose là-dedans. Mais je vous dirais que c'est rien par rapport à ce que je vis aujourd'hui, par exemple. Là, j'ai un amour profond pour ce sport-là. Puis ça fait partie de moi. Mais déjà à l'époque, là, ça avait fait naître ça avait planté une petite graine. Ça a fait germer quelque chose. Puis ça a jamais arrêté de grandir. Là où il fallait que j'aime la course assez pour toffer à travers la blessure que j'ai eue en 2017. 2 ans après, là, ça faisait 1 an et demi, 2 ans à peu près que je courais. Puis je me suis blessé au dos, hernie discale, en levant une pierre de patio, là, quelque chose de banal. Et j'ai été 6 mois à peu près sans courir, mais les premières semaines, là, complètement non fonctionnel. J'étais pas bien assis, pas bien couché, pas bien debout. Fallait juste que je change de position fréquemment. Puis là, je commençais à me sentir de plus en plus performant. Ou du moins, j'avais un sentiment de compétence en course. Puis là, boum, arrêt, blessure, je peux plus courir. Oh boy. Bon, plus de sport, plus d'endorphines, plus de toutes les hormones justement du bonheur après la course. Le découragement que j'avais des objectifs. J'étais inscrit quand même déjà à des courses, des événements à ce moment-là. Je pourrais pas faire mon événement. Puis là, ça prend du temps avant que j'abdique. Je me dis, peut-être que je vais être correct, je vais sûrement être rétabli. Je vais pouvoir participer à mon événement cet automne. Il n'y avait aucune chance. Il n'y avait vraiment aucune chance. Plus les semaines allaient, plus le découragement embarquait. Je me disais, sinon, là, ça le fera pas. J'étais triste, puis encore une fois, triste de pas pouvoir courir, triste de pas remplir mon objectif que je m'étais donné dans un événement. Puis en plus de ça, j'avais pas mon fixe d'hormones de post-course. C'était un mélange vraiment terrible. Quand j'ai été suffisamment rétabli pour recommencer à courir, ça aussi, ça a été une popée claque d'en face. Parce que quand j'ai recommencé, quand on revient de blessure, je prétends que c'est beaucoup plus difficile recommencer à courir que commencer à courir. Quand tu commences, tu n'as aucune idée. Tu n'as pas de point de comparaison. Tu sais pas ce que tu vaux, entre guillemets. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais on va aller, on se dit, ben oui, mais moi je cours à telle vitesse. Là, mon pace du bonheur, c'est telle affaire. Ou quand je veux me payer à la traite, là, je veux aller un peu plus vite, c'est telle vitesse. On le sait un peu tout de façon naturelle. Fait que ça, moi je pars avec ça en tête. Ça fait 6 mois que j'ai pas couru. Je ressors courir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire une course à vitesse. Puis j'ai envie d'avoir du fun. Et
pas impossible. Là, si je fais ça, là, mon mal de dos revient solide. Là. Fait que là, bon, on va lever le pied un peu. Fait que d'accepter de faire 2, 3, 4, 5 pas de recul en post-blessure pour pouvoir réintégrer comme il faut la course à pied, moi, j'ai trouvé ça excessivement difficile sur le mental. Là, c'est justement tout le sentiment de compétence qui en prend un coup. Si je vais dessus, je suis plus bon. Je suis plus bon. Je vais-tu revenir bon? Je vais-tu, ça va prendre combien de temps avant que je revienne? Je suis-tu limité à vie? Tu sais, ma blessure fait-tu que j'atteindrai déjà plus mes niveaux alors que je suis pas si vieux que ça. J'ai encore du jeu pour progresser, pour devenir meilleur. Si ça m'a joué dans la tête. Ça a été tough. Mais une fois que j'ai eu passé ça, là, j'ai pu recommencer à courir. Le plaisir est revenu de la course. Mais ça a pris quand même vraiment plusieurs mois. Et ce que je me suis rendu compte, qui était un constat que je trouvais le fun, c'est que mon mal de dos, si je courais trop vite, si je courais trop souvent, trop de volume, ben là, j'avais mal dans le dos. Si je dépassais un certain stade de vitesse, de temps ou de kilométrage, ben là, j'avais mal dans le dos. Fait qu'il fallait vraiment que je me limite. Surtout au début, c'est le temps que le corps se réhabitue puis que toutes les structures se replacent. Par contre, si je ne courais pas assez, si j'arrêtais de courir plusieurs jours, là aussi, j'avais mal dans le dos. Ce qui fait que juste de bouger de façon modérée puis de façon raisonnable, c'était bénéfique pour ma douleur. Fait que c'était vraiment de trouver là, le sweet spot qui était toujours en mouvance parce que plus je m'entraînais, plus j'avais un bon repos, une bonne récupération puis que je faisais le bon entraînement, ben nécessairement ce curseur-là tendait à pousser un peu plus, là, à augmenter. Fait que si la première semaine, après, 20 minutes, j'avais mal dans le dos, mais à la deuxième semaine, c'était à 24, puis à la troisième semaine, c'était à 36. Ben, l'idée, c'était de toujours rester dans ce range-là, puis pas dépasser mon fameux curseur, dire, OK, je reste en deçà, je suis en progression, je m'améliore, puis j'ai plus mal dans le dos. Littéralement, là, mes douleurs au dos ont disparu, mais il fallait vraiment que je reste dans ce range-là. Puis ça a duré vraiment plusieurs années. Ce qui s'est arrivé 2, 3, 4 ans plus tard, là, on a des périodes où je poussais un peu trop. Puis, là, le mal de dos revient. OK, Bill, là, tu nous donnes un peu trop. T'as pas fait. Puis quand j'ai regardé mes graphiques de progression, évidemment, j'avais pas tant respecté là, une progression soutenable, disons ça. Tu sais, je disais que j'ai retrouvé le fun de courir, mais ça a pris quand même un bout avant que j'atteigne la plénitude en course, puis que la course devienne vraiment ma méditation, mon moment calme dans ma tête, mon moment où je fais pause de la vie, puis je suis capable de courir sans réfléchir à rien, ou des fois en pensant à des choses, mais de façon très calme, posée, détachée. C'est fou ce que ça a pu m'amener, ça. J'ai souvenir de des journées de travail où je suis sorti du travail fâché ou submergé d'un problème qui m'apparaissait insoluble, que je savais pas comment résoudre. Je me disais, hey, ça va être tough. Puis là, je retombe là-dedans demain. Puis là, je sais pas comment l'adresser. Je m'en sortirai pas. C'est pas plaisant. Puis, parenthèse, j'adore mon travail et j'aime beaucoup ce que je fais. Fait que quand ces journées-là arrivent, ça me mine. Parce que c'est pas un état fréquent de dire que je suis déçu ou choqué du travail. Mais à chaque fois, je vais courir et tout d'un coup, tout s'allège. Le problème qui m'apparaissait une montagne, mes idées s'éclaircissent. Puis là, je le vois. Ouais, voyons, je pourrais essayer ça. On pourrait tenter telle affaire. Puis là, tout d'un coup, je viens en paix avec ma journée. Je rentre le lendemain matin, puis je peux tester des solutions que j'ai établies pendant que je courais. Mais de pas avoir ce moment-là faisait que je restais pris devant comme l'inconnu en pensant qu'il n'y avait pas de solution, alors que tout ce que j'avais besoin, c'était baisser mon stress. Puis pour moi, la course m'apporte ça de façon magistrale. J'ai souvenir aussi d'une fois où j'ai fait des études à l'université pendant que je travaillais, puis j'avais un cours qui particulièrement j'avais trouvé difficile de retenir toute la théorie. Là, ça rentrait pas. J'avais mes notes de cours, puis là, je lisais, puis j'ai l'examen dans 3 jours, puis j'y arriverai pas. Là, il y a ben trop de par cœur, il y a trop d'affaires. Les notions, ça rentrait pas.
Et puis, à la place de m'acharner et de continuer à étudier, j'étais allé courir ce soir-là. Belle course d'hiver. Sentier urbain, là, mais on était en ville, mais petit sentier sur le bord d'une petite clairière. Ah, c'était fabuleux. Si ça m'a fait du bien. Ça a fait, encore une fois, tout baisser mon stress mental. Puis, tout d'un coup, tous les blocs se sont mis à se placer dans ma tête. Ah oui, c'est ça la théorie, puis ça se connecte ici, puis ça fait ça. Puis au point où, quand je suis revenu chez nous, entre cette course-là, où quand je suis parti, j'avais l'impression que j'avais 20% de la théorie que je pouvais retenir. J'ai fait ma course, je n'ai jamais réouvert mes livres, et je me suis pointé à l'examen. Et j'étais en totale confiance, puis j'ai eu un très bon résultat. Fait que bref, la connaissance, je l'avais, mais je n'y avais pas accès. Parce que j'étais tellement anxieux, tellement stressé, que je n'étais pas capable d'accéder à ma mémoire. Tout ce que j'avais besoin, c'était de me calmer, de décanter tout ça. Puis là, ça m'a donné accès à toute la théorie que j'avais déjà dans ma tête, déjà dans ma mémoire. Puis ça a super bien été. Ça, là, j'avais trouvé ça, c'est un épisode de ma vie que j'avais trouvé important puis que je me suis rappelé. D'ailleurs, quand j'ai changé de rôle dans mon travail à un moment donné, puis dans un poste qui demande peut-être plus de souplesse au niveau de l'horaire ou des fois des heures étendues dans certaines périodes. Et je m'étais fait une promesse de dire je n'abandonnerai pas mon sport, je n'abandonnerai pas la course, même si je peux avoir à certains moments des périodes plus intenses où j'ai plus de travail puis que je peux sembler submergé. En fait, quand j'ai pas le temps d'aller courir, c'est le signe qu'il faut que j'aille courir. C'est paradoxal, hein? Quand j'ai pas le temps d'aller courir, c'est signe qu'il faut que j'aille courir. Parce que j'ai pas le temps d'aller courir. C'est ma perception que je suis tellement submergé puis que faut juste que je travaille ou que je fasse des tâches ou peu importe. Ben, c'est que j'ai une mauvaise organisation. Puis, encore une fois, je vois la montagne beaucoup plus grosse qu'elle peut être, en réalité. Alors que si je prends le temps d'aller courir, ça va me prendre tout au plus là, 1h30 tout compte fait. Là. Mettons, je vais faire un petit 5 km. 5-10 minutes m'habiller, je vais courir mon 5 km, je reviens, je prends ma douche, je me rhabille. 1h30 top chrono, là, c'est sûr que je rentre tout, puis je peux être rassis à mon bureau. Ben, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus léger, puis c'est toujours plus productif et efficace. Mais ça, je me le rappelle fréquemment, mais j'ai de moins en moins besoin de me le rappeler parce que c'est tellement une évidence pour moi aujourd'hui que je ne peux pas skipper ma course. Ça veut pas dire que j'en skippe pas une de temps en temps parce que ça arrive que ça rentre vraiment pas dans l'horaire. Une rencontre qui s'étire, un rendez-vous, un whatever, mais jamais plus qu'une journée ou deux là, que je vais éviter ou que je vais laisser pour compte ma course. Puis il y avait Bruno Marchand qui est maire de Québec, qui je l'avais entendu sur un balado. Si je me trompe pas, il avait parlé de ça à Grand Écart avec Jean-Philippe Vautier, où il disait, malgré ses responsabilités de maire et son horaire justement chargé, puis qu'il n'a pas 100% le contrôle de son horaire, il s'était fait lui aussi la promesse qu'il allait continuer à courir. Ceux qui le connaissent ou le voient, là, généralement, il peut être habillé propre, mais il a toujours ses souliers de course. Puis c'est sa marque de commerce, il est souvent habillé en souliers de course, même quand il est au travail. Puis ce qu'il nommait, c'est sûr qu'il fait un peu plus attention, parce qu'il y a une perception des gens, puis de la population, encore plus pour lui, où c'est une figure publique, un élu. Ben, si, mettons, il poste sur Strava qu'à 10h le matin, il va courir, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, on te paye avec nos taxes pour aller courir. » Mais dans les faits, là, quand on y pense, là, ça change quoi qu'il aille courir à 10h? Parce que probablement que sur l'heure de dîner, il est en réunion et il rencontre des gens. Puis, il va être juste un meilleur maire après sa course que s'il y va pas. Fait que moi, je dis, hey, tant pis la perception des gens. Si t'es honnête, puis que tu fais ton travail de façon honnête, ton horaire, on s'en fout un peu. Puis je trouve ça fabuleux s'il peut le faire. Puis qu'il aille courir quand il veut. Je le répète, moi, je pense qu'il va être juste une meilleure personne, puis un maire plus performant s'il se permet de faire ça. C'est ce qu'il nommait. C'est ce qu'il disait que pour lui, c'était important de le préserver. Pour moi, c'est une inspiration. Si le maire d'une grande ville comme Québec arrive à rentrer ses courses, puis à le faire, puis à préserver le sport dans sa vie, il n'y a aucune raison que moi, j'y arrive pas non plus. Ça m'a donné le petit kick aussi de dire, ben,
toi aussi, tu vas réussir. Puis ça m'a éliminé un certain doute que j'arriverais pas à le faire. Après ça, plus tard dans ma vie de coureur, est venu le coaching. Puis ça, le coaching, ça m'a apporté vraiment quelque chose de tellement nourrissant, gratifiant. Ça faisait déjà quelques années que les gens voyaient que je courais fréquemment, je courais beaucoup, je courais toute l'année. Je suis devenu une certaine référence là, dans mes cercles sociaux. Puis les gens me posaient des questions. Il y en a beaucoup. J'aimerais ça courir. Qu'est-ce que je devrais faire? Puis je me sentais pas tant légitime de donner du conseil parce que c'est juste basé sur ma maigre expérience à moi. J'étais loin d'avoir tout vu. Fait que, mes conseils, je trouvais qu'ils étaient pas si avisés que ça parce que ma base de connaissances était quand même faible. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller faire une certification de coach en course à pied. Et ça a été une excellente chose parce que c'est à cette formation-là que j'ai rencontré Coach Frank, puis ça nous a amené à poursuivre le balado ensemble, coureur.io. Donc, je vous parlerai pas ici aujourd'hui si j'avais pas fait cette formation-là, puis j'avais pas rencontré Coach Frank. Fait que cette formation-là m'a amené de la confiance, de la connaissance, puis pour moi, une certaine crédibilité aussi de pouvoir coacher des gens, parce que là, c'était appuyé plus sur la théorie. Évidemment que ça m'a donné le goût, tout ça, toute cette théorie-là, ces connaissances-là, de lire encore plus, puis de chercher. Puis quand il arrive quelqu'un, un coureur qui me pose une question que je sais pas, j'adore partir, puis chercher, puis trouver la raison de tout ça. Fait que je fais quand même une certaine forme de formation continue. Il y a plein de contenus intéressants en ligne, que ce soit des balados, des pages, des blogs, etc. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, démystifier un concept que je connais pas ou soit que je me fais poser ou que je vois passer puis que j'aime ça le creuser là puis trouver l'information. Puis après ça, mais mon plaisir aussi, c'est de le partager. Et que ce soit dans des groupes de course, que ce soit sur le podcast, mais de pouvoir se sentir utile puis partager ça puis savoir que ça sert à des gens. Ça a été ce qui m'a nourri le plus dans le coaching. De voir moi, c'est correct, là. Tu sais, c'est correct. Je progresse, je grandis, je suis content de mes performances, ça va. Mais de voir un groupe de coureurs de tous les niveaux. Pour vrai, là, j'ai du fun avec des gens de tous les niveaux. Puis, je pense à plus forte raison avec des débutants, de voir que quelqu'un qui a jamais couru, puis c'est tough, la course, là. Vous le savez, c'est tough, là. Puis surtout au début, là, tu vois, c'est juste dur, là. Il est où le fun? Pourquoi le monde sont de bonne humeur? Ouais, attends, ça viendra plutôt vite, mais donne-toi un peu de temps. Mais quand de voir des gens qui commencent comme ça, puis qui veulent courir, là, puis qu'ils bûchent, là, puis que là, tu leur dis, non, faisant pas trop. Ouais, mais je suis encore capable, puis je veux réussir. Oh oui, si tu veux réussir, on va aller tranquillement. Tu vas voir, tu vas réussir plus longtemps. Fait que de voir ces gens-là qui ont passé à travers, puis de les accompagner, je trouve ça tellement hot, là, puis d'être avec eux, puis de les guider. Puis guider quelqu'un, c'est pas de lui dire quoi faire, c'est pas de la dictature du coaching, au contraire, c'est de donner la juste information que la personne a besoin à ce moment-là, qu'elle est capable de comprendre, puis de digérer à ce moment-là, puis de répondre à ses questions, de voir que, OK, elle comprend, elle s'intéresse, elle en veut plus, on va aller plus loin. Puis juste la juste quantité que la personne est prête à entendre, à absorber, puis les nourrir comme ça, puis c'est cool. Puis là, d'amener quelqu'un, tu sais, je nomme des chiffres, mais d'amener quelqu'un à faire son premier 5 km. Moi, je me rappelle de mon premier, puis j'étais le roi de la montagne, là. J'ai fait un 5 km dans une course organisée, alors qu'on se souvient, une couple d'années avant, c'était moi le petit gros qui était choisi de dernier dans les équipes par défaut parce qu'il fallait qu'il me choisisse. Et c'était grandiose de vivre ça. Fait que vivre le premier 5 km d'un événement avec des gens que j'ai coachés, j'ai trouvé ça hallucinant, comment c'est le fun de voir leurs yeux de fierté. Puis ça me rappelait mon premier 5K à moi, ou comment je pouvais me sentir grand, puis bon, puis compétent. Fait que de le voir chez les gens, puis de savoir que j'ai pu y participer un peu d'une certaine manière, de les amener là, de faire qu'ils l'ont fait de façon sécuritaire, qui n'ont pas lâché parce qu'on l'a fait selon un bon pacing. C'est vraiment cool. Fait que ça fait quand même déjà quelques années que je coach sous diverses formes. Et c'est vraiment un plaisir quand j'accompagne ces gens-là puis je les vois se dépasser, peu importe le niveau. Vraiment, vraiment, peu importe le niveau. Puis je le répète, je pense que j'ai vraiment plus de fun avec des débutants que des gens qui sont... J'ai jamais même coaché de l'élite. Puis je dirais que ça m'intéresse pas tant.
parce que on est dans le micro, dans le tuning, puis je serais même pas le bon coach pour ça. J'ai du fun avec les gens, l'intégration de courir avec mon travail, ma famille, mes occupations, d'aider les gens à intégrer tout ça comme un peu comme un mode de vie. Ça, je trouve ça là encore plus intéressant pour moi. Je refais un petit tour, je reviens. Quand j'ai commencé beaucoup avec l'alimentation, puis j'ai le goût de faire un petit wrap-up un peu par rapport à ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour moi? Puis, j'étais à un niveau où j'étais encore assez jeune pour dire que je peux progresser encore. En fait, à tout âge, on peut progresser, mais je sais pas, je me sens sur un point où OK, si j'étais sérieux, là, je pense que je pourrais vraiment me développer, puis pousser, puis aller plus loin. Est-ce que j'ai envie de cette rigueur-là, puis cette rigidité-là? Elle me fait un peu peur. Je sais que je serais capable, j'ai comme une crainte, c'est peut-être un peu de l'ego, là, de dire, est-ce que je serais capable de soutenir ça? Puis j'ai envie vraiment de me pousser, puis la peur de l'échec, hein, peut-être, de me dire, d'un coup, je fais tout ça, puis je réussis pas, puis... Mais bon, ça, c'est très humain, là, c'est moi. Mais quand même, je demeure avec une certaine recherche de performance, puis j'ai le goût de bien faire. Quand je m'inscris à un événement, généralement, j'ai un objectif en tête. C'est le fun de le réaliser. Et puis, vient avec ça, toutes les habitudes de vie. C'est sûr que j'ai déjà pas une énorme consommation d'alcool. Mon alimentation est quand même pas pire. J'essaie de faire des bons choix. Les quantités, c'est un dossier qui est pas mal réglé dans ma tête. On n'est vraiment plus dans les mêmes schémas là, de penser que je n'aurai plus demain puis il faut que j'en mange un max. Je suis pas tant là, mais reste que mes vieux démons existent encore. Faut que je fasse attention. J'aime la bouffe, c'est réconfortant, c'est bon, mais j'ai un bien meilleur contrôle, puis mes objectifs de course, qu'ils soient tangibles ou pas, parce qu'un de mes objectifs de course est d'avoir du plaisir à tous les jours en courant. Pas nécessairement de courir à tous les jours, mais d'en retirer du plaisir à tous les jours de mon sport qui est la course. Nécessairement, ça vient me conscientiser à dire, OK, si je veux réaliser ça, puis que la course demeure centrale dans ma vie, demeure plaisante, tout ce qui est autour doit suivre, que ce soit l'alimentation, le sommeil, consommation d'alcool, par exemple. Et puis, j'en prends, puis j'en prends pareil, là, j'en mange de la cochonnerie, puis j'en prends de la bière. Mais disons que à l'avenue d'un marathon, par exemple, OK, je vais peut-être faire attention des semaines avant, puis je vais être content de plus facilement atteindre mon objectif ou de l'atteindre tout simplement en ayant fait ces petits gestes-là, parce que finalement, au bout de la ligne, la course pour moi est plus importante que la deuxième bière même que je vais prendre avec mes amis dans la soirée. Là. Une, c'est peut-être assez. Puis c'est un peu ça le message. Le but, c'est pas de se priver, c'est d'y aller de façon raisonnable. Puis tu sais, je parlais de poutine, puis c'est drôle à quel point souvent j'entends dire les mots ouais, toi tu manges bien, là, tu peux pas manger ça de la poutine. Penses-tu? Non, j'aime ça. Hein. J'aime ça la pizza aussi, là. Puis, des chips amène-en, là, puis dans mon point de bonbons, là. C'est bon, là. Ouais, tu manges ça. Pourtant, t'es en forme, puis tu fais du sport. Oui, mais j'ai appris que le temps de le faire de façon raisonnable. C'est pas le démon, tous ces aliments-là. C'est juste de les manger de façon raisonnable, puis que ce soit pas la base de ton alimentation, mais surtout d'y aller en quantité raisonnable. Fait que c'est un peu ça. J'ai quand même, je prétends que j'ai atteint un équilibre du moins qui me satisfait, que je suis bien là-dedans. J'ai une bonne forme physique. Je me sens en santé pour mon âge. Puis ça me fait toujours sourire. Les gens disent, je retournerais de ton à 25 ans. Oh no, pas dans mon cas. J'étais tellement pas en forme dans ces âges-là versus l'âge que j'ai aujourd'hui. Puis même tout ce que j'ai pu acquérir au niveau connaissance, maturité, etc. Mais ne serait-ce que pour le physique, no way, je retournerai à 25. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui, beaucoup plus à l'aise dans mon corps puis dans les habitudes de vie que j'ai adoptées. Puis c'est pas chiant, là. C'est juste des habitudes de vie. Je l'ai nommé tantôt, je l'ai fait de façon graduelle. J'ai adopté des petits comportements comme ça, puis ils sont devenus juste naturels, puis normal. Fait que je me sens pas contraint de rien. Je me sens pas en restriction. Je suis pas dans
dans un régime, justement, où t'as pas le droit de ci, t'as pas le droit de ça. Je me permets à peu près n'importe quoi, mais je choisis combien, je choisis quand, puis fait que c'est pas tout le temps, puis en quantité raisonnable. Ça me permet finalement de faire pratiquement tout ce que j'ai envie, parce que je l'adopte de façon raisonnable. Puis une autre chose, c'est pas juste dans la nutrition, mais même dans la course, souvent on va entendre ah, mais ouais, ok, mais toi c'est facile. Ah ouais, mais toi tu vas venir avec nous autres puis tu vas t'emmerder. Ah, que j'ai ça entendre ça. Pour vrai, là, ça, là, c'est pas vrai. Moi, juste courir. Courir avec des gens, encore plus, c'est sûr que c'est le fun. C'est sûr que c'est plaisant. Fait que je vais pas m'emmerder. Puis quand j'entends ah, mais ce sera pas ton pace. J'ai pas de pace. Je suis capable de courir à plusieurs paces et d'avoir du plaisir. Surtout avec des gens, c'est le fun. Le plaisir de la course, c'est de le partager là, à ce moment-là. Je suis pas dans ma tête à courir tout seul puis faire mon entraînement. Là, je suis là pour partager l'expérience, être avec les gens, les écouter, les entendre, partager la mienne. Fait que la vitesse, c'est tellement secondaire. Mais c'est un mythe que la Quanzur, là. Comme si quelqu'un qui court plus vite que toi, c'est sûr qu'il s'emmerde parce que il va se sentir obligé de courir plus lent pour toi. Puis là, ça crée une pression inverse. La personne qui est lente, qui voit l'autre, ah ouais, lui court plus vite d'habitude, se force un peu, pousse un peu plus vite. Finalement, tu ramasses qu'elle n'a pas de plaisir. Parce qu'elle essaye peut-être pas d'impressionner l'autre personne, mais à tout le moins de pas avoir le sentiment de la ralentir trop. Mais je dirais, enlevez-vous ça de la tête, pour vrai. Ah, écoute, je parle pour moi, là. Si je vais courir avec des gens, c'est pour être avec les gens avant tout. Le reste, c'est pas important. C'est vraiment pas important. De penser que pour quelqu'un qui est un peu plus performant que vous autres, ah ouais, mais ouais, c'est bien, toi, c'est facile. Ben non, je dirais que non. On a tous nos enjeux, peu importe le niveau. Que ce soit pour la course, pour l'alimentation, pour la muscu. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que c'est quelqu'un qui justement va être, que vous allez estimer plus performant en course. Ah, il l'a pas volé à personne, hein. Puis l'autre chose, c'est que ce qui est, je vais dire ingrat, puis je le dis de façon très positive, là, mais ce qui est ingrat dans le sport, la forme, puis la course, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. On peut progresser, on peut se développer, on peut dire hey, moi j'ai fait mon marathon, j'ai fait un demi-marathon en dessous de 2 heures. OK, quand? En 2010. Ouais, mais OK. Mais depuis, tu fais plus de sport, tu fais rien, puis t'as pris 60 livres. Ouais, OK. Mais ici, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu fais? Puis, encore une fois, le but, ce que je veux mettre en lumière, c'est pas que c'est important de faire en dessous de 2 heures sur un demi. C'est-à-dire, continue de bouger, continue de faire quelque chose. C'est pas comme un diplôme, tu vas aller à l'université, hey, j'ai fait mon bac, j'ai reçu mon bac, il est signé, j'ai le beau papier signé du recteur, je le mets sur mon mur, personne ne veut venir me l'enlever mon bac. Il est là, il est acquis, c'est terminé. Je peux ne plus jamais me former dans ma vie, je peux à la limite tout oublier ce que j'ai fait dans mon parcours académique. Mon diplôme, personne ne va me l'enlever. Mais à l'inverse, que ce soit encore une fois en muscu, en course, au tennis, au hockey, si tu pratiques pas, puis tu maintiens pas, ben tu perds tes acquis. Tu peux pas rester au niveau, au top de ta forme tout le temps si tu fais rien. Fait que c'est du maintien tout le temps. Puis c'est la même affaire au niveau côté nutrition. Si on pense que la perte de poids c'est difficile, c'est une chose, mais le maintien en est toute une autre. Parce que pendant la perte de poids, en plus, tu as une gratification personnelle. Tu te sens que ton corps se transforme, tu t'apprécies de plus en plus ce que tu as l'air, la projection que tu as de toi. Les autres t'en parlent. Hey, t'as perdu du poids, hein? Ouais, ça te fait bien, bravo. Cette gratification-là donne du gaz pour continuer. Hey, cool, mon image, c'est l'image que les autres voient de moi. À mon avis, ça s'améliore. Ça me donne le goût de continuer. À un moment donné, tout ça, ça s'essouffle, là. Une fois que tu as atteint ton poids, puis que le poids que tu te souhaitais, puis auquel tu es bien, puis appelons ça un poids santé, il n'y a plus personne qui va te le dire, là, à part quelqu'un que ça fait 1 an qui t'a pas vu, mais sinon, tu n'as plus cette gratification-là, ce retour positif-là. Mais il faut que tu continues à faire les efforts. Il faut que tu continues à t'assurer de bien t'alimenter, puis de faire des bons choix, autant au niveau quantité-qualité. Fait, autant dans l'alimentation que le sport, le maintien est une solide étape.
Puis je dirais qu'elle a pas de fin. C'est pas comme faire un blitz de je fais un 16 semaines avec de l'intervalle, etc. Je vais chercher un niveau de forme. OK, cool. Tu vas arriver, mettons, timé pour ton événement où tu vas aller atteindre ton pic. Mais après ça, si tu veux maintenir ça, c'est à l'infini, là. C'est à l'infini où il faut que tu gardes à tout moment un certain focus pour rester en forme. Puis au niveau, même chose là, au niveau de l'alimentation. Et je pense que j'ai fait un bon tour. C'était mon histoire. Je voulais vous la partager. J'allais dans la transparence aussi, là, de montrer les périodes où ça a été plus tough, les périodes de doute, qu'est-ce qui a moins bien marché, qui a marché pour moi. Et puis, s'il y en a qui ont envie de partager votre histoire, là, sentez-vous libre. Ça peut être dans les commentaires sur la page Facebook Strava, ça peut être par courriel, de façon un petit peu moins publique, disons, là, si vous avez juste envie de nous le partager. Moi, j'apprécie toujours lire vos histoires, puis je suis certain que vous avez des histoires super inspirantes. Pour finir, j'ai le goût de vous plugger quelque chose. Je vais vous plugger les bonbons de poulet chez Costco. Ça vient, là, c'est des petits paquets, des petites portions individuelles. Il y a une bonne portion de protéines là-dedans. C'est des espèces de petits morceaux de poitrine de poulet grillés à la flamme. C'est super bon. Moi, j'aime ça. C'est une de mes collations de prédilection où je mange ça. Puis, tranche de vie. Moi, une collation de protéines, là, ça n'a pas d'heure. Hein. C'est pas important, là. Je vois pas de différence entre... Il y en a qui vont dire « Hey, tu peux pas manger un steak au déjeuner. » OK, c'est quoi la différence entre ça et ton bacon, mettons? C'est assez proche, là. On s'entend. Mais un matin, j'étais au travail, puis j'étais en rencontre avec d'autres gens, et puis il est 10h15, je sors ma collation, et je sors mon petit paquet de poulet comme ça, puis je commence à manger mon poulet, tu sais, sans faire de cas. Là, tout le monde me regarde un peu croche. Qu'est-ce que tu manges? Ben, du poulet, voulez-vous goûter? C'est super bon. Ouais, mais il est 10h le matin. Ouais, pis ça fait quoi? On mange pas du poulet le matin. Ah ouais, c'est écrit où, ça? C'était comme, hey, c'est bon. Moi, c'est ma collation. J'aime ça. Puis ça change rien dans la vie de personne, hein? Fait que ça avait fait tout un émoi, puis c'est rendu un peu un running gag. Mais ça fait sourire, puis j'ai pas arrêté de manger mon poulet au déjeuner. Mais pas au déjeuner, mais j'ai pas arrêté de manger mon poulet à la collation du matin pour autant. Je pense que ça me donne encore plus le goût de le faire. Et sur cette belle anecdote, je vous souhaite une bonne course. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.